Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, mes chers collègues, dans le concert des nations, la France occupe une place particulière, bien au-delà de son poids démographique, économique et financier. Mais notre histoire et les valeurs que nous portons ne suffisent plus à justifier les prérogatives associées à notre statut international. Si aujourd'hui, nous conservons une place de membre permanent du Conseil de sécurité, c'est parce que depuis plus de 50 ans, la France s'est donné les moyens de disposer d'un outil militaire robuste, polyvalent et autonome, qui repose lui-même sur une base industrielle et technologique de défense puissante et innovante. Cet outil nous confère une grande liberté d'appréciation, une grande liberté de décision et une grande liberté d'action. Ce sont les facettes de l'indépendance. Si aujourd'hui, le Président de la République peut envoyer des troupes au Mali avec rapidité et efficacité, dont très peu de nations sont capables, c'est parce que ses prédécesseurs, tous ses prédécesseurs depuis le général de Gaulle, ont doté notre pays de l'outil de défense que nous connaissons, l'ont modernisé et ont veillé à préserver sa cohérence en dépit de la réduction constante de l'effort budgétaire depuis plus de 20 ans. Si je devais caractériser les conclusions de la Commission du Livre blanc, je dirais tout d'abord que, dans ce monde globalisé, les risques et vulnérabilités n'ont pas diminué par rapport à 2008, bien au contraire. Face à ces menaces, nos ambitions n'ont pas été réduites. La France entend tenir son rang, honorer ses alliances, respecter ses accords et assurer ses responsabilités aux Nations unies. Elle entend aussi défendre ses intérêts, ses approvisionnements, les DOMCOM et contrôler les espaces maritimes, terrestres, aériens et spatiaux sur lesquels s'exerce sa souveraineté. Le problème est que face à ces menaces qui augmentent et à ces ambitions qui perdurent, nos moyens diminuent. Au terme d'une série de confrontations viriles où le ministère de la Défense et celui des Finances ont joué un mauvais remake du film « Shérif et moi peur », l'arbitrage final rendu par le Président de la République a permis de sauvegarder l'essentiel et de maintenir un minimum de cohérence au format. Cette décision est une décision de bon sens. C'est le moins que la nation pouvait faire pour honorer le professionnalisme, l'engagement, le dévouement de ceux qui servent nos couleurs et ont montré, une fois de plus au Mali, la nécessité pour le droit d'être soutenu par la force. Mais encore faut-il le rappeler, ce résultat est un résultat collectif. Il doit beaucoup à vous-même, Monsieur le ministre de la Défense, qui avez su trouver les arguments pour convaincre le Président de la République. Il doit aussi à la détermination des industriels de défense qui ont su s'unir dans l'adversité et faire valoir toute l'importance de notre BITD. Ce résultat découle un peu aussi de la détermination des parlementaires, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, qui ont su montrer qu'ils n'étaient pas prêts à sacrifier nos armées. Je tiens à remercier et à féliciter le président Jean-Louis Carrère, qui veille sur le consensus bipartisan au sein de sa commission, comme à la prunelle de ses yeux, et qui a su mobiliser l'ensemble des commissaires sur le seuil de 1,5 de PIB, seuil en dessous duquel l'effort de défense ne peut pas descendre. Le Sénat n'est pas le clone de l'Assemblée nationale. Il est fort quand il est uni. Malgré tout, ne nous le cachons pas, dire que l'on maintient le budget en valeur, c'est jouer avec les mots. En vérité, cela veut dire que ce budget va diminuer toutes les années à concurrence de l'inflation. Pour autant que l'on puisse l'estimer sur une période aussi longue, cela veut dire que le budget des armées va perdre entre 10 et 15 milliards d'euros d'ici 2020. Concrètement, cela signifie 24 000 suppressions d'emplois supplémentaires. Cela veut dire, de façon pragmatique, qu'il faudra dissoudre 7 ou 8 régiments de l'armée de terre, fermer des bases et des installations de l'armée de l'air, réduire de 25 % les équipements de nos forces, ce qui générera le maintien de matériel plus ancien, moins performant et aux frais d'entretien de plus en plus lourds.
Cela signifiera une diminution des équipements commandés, un étalement des livraisons, une réduction des cibles et un impact direct sur les industries de défense et sur l'emploi. Cela est d'autant plus probable que cette équation budgétaire intègre chaque année plus d'1 milliard de ressources exceptionnelles et que sans engagement fort pour garantir l'effectivité des ressources budgétaires, toute cette construction demeurera d'une grande fragilité. Or, des solutions existent, nous le savons tous. Les participations publiques représentent environ 57 milliards d'euros. Les seules participations dans les entreprises de défense, 12 milliards d'euros. Et encore, c'est sans compter sans les entreprises non cotées comme des CNS ou Dexter. Ces participations, soyons clairs, ne servent à rien en termes d'utilité économique. S'il y a bien une leçon à retenir de l'échec de la fusion du projet avorté EADS-BAE, c'est bien que la chancelière allemande a pu plus de poids sans aucune action de EADS que le président français qui en détenait pourtant 15%. La Cour des comptes vient de montrer les carences et les failles de l'État actionnaire de défense. Le constat est accablant. N'en jetons plus. Au moment où la crise n'en finit pas, ces milliards d'euros de participation seraient plus utilement consacrés à l'emploi, aux technologies de pointe, à la compétitivité de notre industrie et aux exportations. Certes, les privatisations sont un fusil à un coup, mais ce coup de fusil nous donnera le temps de mettre nos finances en ordre et de prendre des mesures structurelles de réduction des déficits sans lesquelles tout effort serait vain et toute souveraineté illusoire. Pour toutes ces raisons, l'actuel livre blanc est trop vague et le format d'armée trop pauvre par rapport aux possibilités de la stratégie d'acquisition. L'essentiel sera donc dans la loi de programmation et dans chacune des lois de finances qui la mettront en œuvre. Pour faire court et sans attente, je voudrais, Monsieur le ministre de la Défense, vous livrer 5 préceptes sur lesquels nous aurons à cœur de veiller ici au Sénat et en particulier au sein du groupe UMP. Ces préceptes sont les suivants. La recherche, tu chériras. Cela se passe de commentaires tant tout le monde ici est convaincu de l'utilité de la R&D de défense. L'entraînement, tu maintiendras. La force d'une armée réside en grande partie dans son entraînement. Là encore, nul besoin de disserter. Les pièces de rechange, tu commanderas. Par exemple, nous avons acquis 40 hélicoptères Tigre HAP, déjà livrés. Mais nous n'avions commandé que des pièces de rechange pour 20. Nous n'en avons que 20 opérationnels. Les autres servent de magasin de pièces de rechange. Vous n'êtes pour rien dans cette décision, mais il faut éviter qu'elle ne se répète, Monsieur le ministre, et nous attendons 40 Tigres HAD. Nous vous demandons, dans les négociations avec l'industriel, d'intégrer cette nécessité de fournir des pièces de rechange, même s'il faut, au final, réduire un peu la cible, mais accroître la disponibilité des matériels. 4e précepte, les grands programmes en coopération, tu maintiendras, ce qui est l'un des engagements du Code de conduite de l'Agence européenne de défense. Le premier A400M, dont l'absence nous a cruellement fait défaut au Mali, vole sous les couleurs tricolores et les 3 premiers devront être livrés avant la fin de cette année. Sur la commande de 50 appareils, 35 devraient arriver dans les forces avant 2025. Si nous voulons vraiment faire des économies sur ce programme, alors fixons-nous comme objectif prioritaire de convaincre nos partenaires de mettre en commun les pièces de rechange et de faire du pooling and sharing dans le soutien. Cela est d'autant plus important qu'en matière aéronautique, pour 1 euro dépensé dans l'équipement, il faut dépenser 2 euros dans le soutien. 5e précepte, les lacunes, tu combleras ou du moins tu essaieras. Le transport stratégique et tactique, j'en ai parlé. Le ravitaillement en vol, vous le connaissez. Le renseignement avec les drones mâles, à cet égard, vous savez que je salue votre décision d'acheter des drones Reaper, mais vous devez préparer l'avenir. Il faut penser aux drones de 3e génération au niveau européen, de même que vous devez encourager l'étape suivante, celle de l'UCAV, le drone de combat à horizon 2030, dont un démonstrateur, je le rappelle, construit par un consortium amené par Dassault, a déjà volé. Je sais que sur ce point, nous sommes en harmonie, Monsieur le ministre. D'après votre aveu, vous n'avez fait que suivre les recommandations énoncées par notre Assemblée, ce qui m'amènerait presque
a formulé un 6e précepte : le Sénat, tu gagneras à écouter. Je conclus ici. Vous l'avez compris, monsieur le ministre, le groupe UMP du Sénat a la volonté de soutenir l'effort de défense de la France et nous sommes prêts, si vous l'acceptez, à nous investir sans réserve mais sans reniement à vos côtés pour que cette loi de programmation militaire, malgré ses limites budgétaires, soit la meilleure possible pour nos armées, notre recherche, nos industries. Nous le devons aux hommes et aux femmes qui défendent notre territoire, notre population et nos intérêts dans le monde, et dont l'engagement au service de notre pays n'a jamais failli. Si le gouvernement travaille dans ce sens, monsieur le ministre, vous nous trouverez à vos côtés. Si vous deviez faire du budget de la défense une variable d'ajustement, nous serions vos plus farouches opposants. Je vous remercie. Merci.